access to learning and teaching, and in so doing, transform our educational system. In Morocco, these questions become even more relevant with an education system facing major structural challenges. Aware of the major social challenges of education, the Moroccan government seems more than ever determined to drive a deep transformation in its schools. This awareness has resulted in the highlighting of education as a lever for growth. In the new development model report, it is also identified by a vision which manifestly asserts itself, on the one hand, by the mission that it assigns to education as being a lever for development, and on the other hand, by the mechanisms to be implemented in the realization of this mission. Morocco has therefore launched a major project to reform its education system in this changing context, which prompts us to ask the following questions. What knowledge or skills, attitudes and values do Moroccan students need to succeed in life and build the world of tomorrow? How can Mr. Abderrahman Lalou, education expert of Abwab Consultants, Mr. Richard Udy, academic director of the British International School of Casablanca, and Mrs. Sakia Benis, business development manager Maghreb at the British Council. I'm eager to hear your reflections on our outline for this Meet the Expert and your suggestions on the necessary actions to be undertaken. Before concluding my remarks, allow me to reiterate my thanks to our partners, the British International School of Casablanca and HNA Investments, but also to OCP, to Spirit Aerosystems, to BMCE Bank of Africa, and to the Aqua Group. Ladies and gentlemen, I hope that the Meet the Expert conference generates a lively discussion and raises more relevant questions about the School of Tomorrow. And it is my pleasure to invite Mr. Chris Woodward, UK Consul General, to say a few words. Thank you all and wishing you a fruitful conference. Mesdames et messieurs, bonsoir et salam alaikum. Tout d'abord, je tiens à remercier British Chambers of Commerce and British International School Casablanca pour organiser cette discussion. C'est un plaisir d'être avec ce panel. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour échanger sur les opportunités du système d'éducation britannique au Maroc. C'est la raison pour laquelle je vais continuer en anglais. I'm Chris Woodward. I'm the Country Director for the UK Department of International Trade in Morocco and the Consul General here in Casablanca. I'll be speaking briefly today about the UK and Morocco trade landscape and the work of DIT in Morocco, specifically around education. I'm pleased to be able to open with saying that the UK-Morocco trade is on the rise. Total trade in goods and services, exports and imports, between the UK and Morocco was £2 billion to the 4 quarters to the end of 2021, an increase of 34%, or over £500 million from the same period in 2020. This is an exciting time. We had a Ministerial Association Council in December 2022, a key milestone for the Morocco-UK trade relationship that set the scene for enhanced cooperation over the coming months. And we're hosting our inaugural trade subcommittee in London this summer. We see really exciting opportunities between Morocco and the UK in strategic sectors like energy, agriculture, financial services, and healthcare. But today we're focused on education. Specifically, I'll focus on the importance of the education sector in Morocco as part of the UK-Morocco trading relationship, but also as an enabler to other trade. Broadly, the UK launched its international education strategy in 2019 that sets out the UK government's ambition for education exports and how it will support the UK education sector to access global opportunities. That strategy set out 2 particular ambitions that the UK seeks to achieve by 2030. Firstly, to increase UK education exports to £35 billion a year. And secondly, to increase the numbers of international higher education students studying in the UK to 600,000 every year. We're of course still at a moment where the effects of the pandemic have continued to be felt across the world with disruption to international mobility. But against those targets, as of 2022, the 600,000 international students ambition was met for the first time in the academic year 2020 to 2021, with over 605,000 international students studying in the UK. And in 2019, the last year with full data,
the export target was up to £25.2 billion. Within Morocco, we've seen a steady and substantial growth of the number of Moroccan students studying in the UK over the last 10 to 15 years. There are also currently 4 BSO accredited British international schools in Morocco, working with others working towards that status. British schools such as the British International School in Casablanca are very much part of that British international education agenda and have a strong role to play in connecting the best in educational thinking and practices in British education worldwide. In addition, the Morocco UK Higher Education Commission, launched in 2020, focuses on strengthening the higher education and scientific research links between the UK and Morocco by the end of 2023, and to increasing access to UK teaching and qualifications in Morocco. However, from a trade perspective, it's important to look beyond education as a sector in and of itself. Education and the results of that education are an enabler for many other sectors of trade. For every Moroccan student that studies in a British school or in the UK, their connection to the UK and to the English language and the UK culture is strengthened. We already know from the excellent report produced by our colleagues at the British Council that we're seeing a strong growth in the use of the English language in Morocco. All of this enables stronger links between Moroccan and UK companies who are looking at commercial opportunities in each other's markets. This is particularly important in areas of research and development in strategic sectors like healthcare, digital, and aerospace. So where do we see the future trends and opportunities in education in Morocco from a UK Department of International Trade perspective? On the UK offer specifically, there are a number of potential avenues to explore. Opportunities in international schools interested in opening in Morocco, and Moroccan schools interested in the UK international curriculum or applying for BSO accreditation. Opportunities in the higher education and scientific research collaboration space, collaboration in areas such as energy transition, climate change, digital transformation, and health security. There are opportunities around UK universities who are interested in opening campuses in Morocco. And there are opportunities for training institutions interested in providing corporate training to companies in Morocco, such as around IT, supply chain, and project management. These aspects are all in line with Morocco's new development model, which already looks at making major reforms in education, health, agriculture, and investment. EdTech, educational technology, is also one of the UK's fastest growing sectors, with over 1,000 EdTech companies in the UK, making up 4% of all digital companies. Within EdTech, there are key market opportunities around artificial intelligence, mixed reality and immersive content, gamification, cloud-based learning management systems, cybersecurity, and massive online open courses. Let me conclude by saying that the UK Department for International Trade team in Morocco is here, and we want to hear from individuals and businesses who are looking at commercial opportunities, particularly in the education sector in UK and Morocco. If there are trade barriers that companies are facing, or if there's help that we can provide, please reach out. We're excited for the opportunities that are on the table before us, and we want to work with you to achieve them. Thank you. Merci à tous. Merci, Monsieur le Consul. Merci au Président de la Chambre britannique. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence de la Chambre britannique. On est ensemble pour 1h30, 1h45 avec donc nos brillants intervenants qui sont à nos côtés. Quelle éducation en 2030? C'est donc la thématique que nous allons aborder. Vous savez qu'on a une voie toute tracée vers une réforme de l'éducation qui a déjà débuté, qui met au cœur de cette réforme l'élève, mais aussi l'enseignant. On veut aller vers une école plus qualitative. Et à cela, il y a également, et Abderrahmane Lalou, qui est expert en éducation, fondateur d'Awab Consultant, nous en parlera. Il y a une volonté également des autorités marocaines de prioriser davantage l'anglais. C'est vrai que l'anglais s'est invité de plus en plus dans le système éducatif marocain depuis quelques années. On a désormais également un baccalauréat en langue anglaise. Et on sait que depuis des années, depuis maintenant 7 ans, 8 ans, il y a une vraie volonté des Britanniques, il y a une coopération avec le Maroc de développer davantage l'enseignement britannique, que ce soit pour la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. On a vu le nombre d'écoles britanniques ouvrir ces dernières années, un nombre assez important en l'espace de 6-7 ans. On va parler ensemble des opportunités, de tout ce que l'on peut construire ensemble entre le Maroc et la Grande-Bretagne sur le système éducatif marocain et sur le système éducatif britannique. Abderrahmane Lalou, qui est à nos côtés et que j'ai le plaisir d'accueillir, va ouvrir avec nous la voie justement vers cette réforme qualitative qui est en route. Nous verrons également avec Richard Uddy qui est avec nous. Welcome, bonsoir. Vous êtes vous les directeurs académiques de la British
Quels est l'état des lieux déjà du système marocain, l'enseignement britannique au Maroc et quelles sont les perspectives d'avenir en troisième temps. Et puis je rappelle que vous aurez la parole également pendant une demi-heure. Des questions seront les bienvenues pour pouvoir débattre, échanger, discuter de ces thématiques d'importance. Alors, j'ai un petit micro à côté de moi. Je vais faire de la gymnastique avec notre cher Abderrahmane Lalou. Oui, tu peux venir au pupitre si tu veux, pas de souci, bien sûr. Abderrahmane Lalou qui nous a bien sûr préparé une présentation avec des questions toutes simples. Mais finalement, les questions les plus simples sont parfois les plus complexes. Sur comment atteindre davantage de performances éducatives dans notre système marocain, dans notre système éducatif marocain. Quelle position également le Maroc occupe aujourd'hui au niveau international dans la performance éducative. Et puis, quelles sont peut-être les voies à tracer. Il y en a déjà certaines qui ont été tracées par le ministère de l'Enseignement, par le ministère de l'Éducation nationale, mais également par le nouveau modèle de développement. Et quels sont peut-être les autres moyens qui pourraient être mis en place dans les prochaines années. Merci Landry. Bonjour mesdames et messieurs, monsieur le consul, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'être parmi vous, de vous présenter, si notre ami de la régie veut bien nous lancer la présentation, quelques éléments de réponse aux questions que Landry m'a proposées. I'm so sorry to present this in French because it's not politically correct to do it, but next time I'll try to stick to the language of your school, your distinguished school. Donc, l'idée, c'est une réponse en fait à ce que disait Landry. En termes de performance, comment faire en sorte pour atteindre plus de performance? C'est véritablement la question magique à laquelle nous n'avons pas encore trouvé la réponse magique. Eh bien, pour moi, c'est très simple. C'est l'apprenant et l'enseignant. Et la combinaison de la réflexion orientée apprenant et enseignant donne une approche basée sur les résultats, basée sur les outcomes. Alors, quand on parle de quelle vision pour 2030, on ne peut pas s'empêcher de parler de la vision stratégique de la réforme élaborée par le Conseil supérieur de l'enseignement, s'il vous plaît. Je vais vous embêter souvent. Et dans laquelle il y a 3 fondements, dont l'un nous intéresse particulièrement et correspond à ta question, Landry, c'est la qualité pour tous. Bien entendu, également, l'autre deuxième axe, qui est la promotion de l'individu et la promotion de la société, puisque cet individu est destiné à contribuer à l'émergence d'une société plus citoyenne, plus, disons, active pour le développement et plus orientée vers le nouveau modèle de développement dont on parle souvent. Si on veut résumer l'ensemble des éléments qu'il y a dans la vision stratégique, mais je les ai accommodés à ma sauce, à ma vision, je dirais qu'une école de la réussite en 2030, c'est une école où prédomine le ciblage, des compétences des apprenants. Et quand on parle des compétences des apprenants, c'est leur connaissance, leur savoir-faire et le savoir-être. Et ceci grâce à quoi? Grâce à des compétences techniques et comportementales des enseignants d'un niveau élevé, d'un haut niveau, mais également au niveau des managers de l'école. Et quand on parle de compétences techniques et de compétences comportementales, comprenez hard skills and soft skills. C'est véritablement cela. On peut s'étonner de ne pas trouver dans cette définition ni les curricula, ni les outils pédagogiques, ni la digitalisation, dont tu vas certainement parler, ni l'infrastructure, ni les équipements. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout cela sont des moyens. C'est ce que les anglo-saxons appellent provision, ce qu'on met en œuvre. L'essentiel pour moi, pour atteindre cette école de la performance, c'est les outcomes. C'est de se cibler, de cibler sur les outcomes, s'il vous plaît. Alors, cibler sur les outcomes nous ramène à, vous pouvez dérouler tout le slide, s'il vous plaît, en 3 étapes, nous ramène à une triple dualité. La première dualité est connue de tout le monde, l'instruction versus éducation. J'espère que dans la majorité de nos écoles, nous avons dépassé cette dualité, mais ne chantez pas trop vite. Il y a beaucoup d'écoles encore dans le système public et parfois même dans certaines écoles privées
qui en sont plus à l'instruction qu'à l'éducation. C'est le dilemme de la tête bien faite et de la tête bien pleine. Plus proche de nos soucis d'aujourd'hui, la deuxième dualité entre enseignement et apprentissage. Et c'est véritablement celle-ci, le dilemme entre provision and outcome. On réfléchit beaucoup plus volontiers en provision, on donne les moyens, curriculum, enseignants, équipements, infrastructures, organisation, sans penser qu'il faut d'abord cibler les outcomes et en fonction des outcomes que l'on recherche, ajuster les moyens qu'on met en place. Et enfin, une troisième dualité qui est celle du dilemme entre le savoir et le savoir-être, c'est l'attitude du professeur traditionnelle, ancienne, qui est celle du professorat. Il sait tout, les élèves ne savent rien et il dispense un savoir inédit aux élèves, versus le mentorat, dans lequel l'enseignant prend par la main les élèves, les conduit vers le chemin de la réussite et un petit peu leur modèle, adopte des attitudes qui les inspirent. Tout ceci, je l'ai traité dans un ouvrage dont je fais un peu la publicité, mais il est ancien, il date de 2015, et qui s'appelle L'école à l'épreuve de la transformation sociale, dans lequel je parle de l'éducation basée outcome, outcome-based education. Cette outcome-based education nous vient de William Spady. C'est lui qui est à l'origine de cela. En 1994, il a commencé le premier à formaliser provision and outcome. Le résumé de ce qui est écrit dans cette citation de William Spady, c'est que cette éducation veut dire qu'on met le focus d'abord sur les compétences que l'on cible, une idée de dire on commence par la fin, quelles compétences je cible, et une fois que j'ai une image claire de ces compétences, je construis à ce moment-là mon curriculum, mes pratiques pédagogiques, mes activités, mon évaluation pour atteindre ces objectifs. Très vite, ça a donné lieu à ce qu'on appelle au Canada et dans le monde anglo-saxon l'approche par les compétences. Cette approche par les compétences a été importée au Maroc. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes étrangers à cela, mais ça s'est limité à la formation professionnelle. Aujourd'hui, le ministère de la formation professionnelle, le grand opérateur qu'est l'OFPPT sont tout à fait à jour en termes de outcome-based education, mais au niveau de l'éducation nationale, je crois qu'on n'a même pas envie de savoir comment ça s'écrit, parce que c'est difficile, il faut l'avouer. Il faut avouer que réorganiser tout le système, non pas en fonction de l'éducation par programme qui est dépassé, ni de l'éducation par objectif qui est en cours et qui est en cours d'application, mais par éducation orientée compétences, ce n'est pas facile. Donc, on laisse ça de côté. Et pourtant, à mon avis, c'est bien cela le secret de la réussite pour cette école de 2030. Je vous donne un exemple qui va vous interpeller tous. Notre échec en tant qu'élève marocain à tous les tests, PISA, Pearls and TIMSS, vient du simple fait. Notre échec, vous savez qu'on est au dernier rang, toujours l'avant-dernier rang par rapport même à des pays à système similaire. Il vient tout simplement du fait que notre éducation a commencé à réfléchir quel est le profil de cet apprenant. S'il vous plaît, le slide. Et là où je vais directement droit au but, où je trouve la meilleure description, la plus aboutie du Learner Profile, c'est chez nos amis de International Baccalaureate, de IB. Parce qu'au Maroc, on la trouve. Vous prenez le curriculum, les curricula des sciences, des mathématiques, du français, ça commence par une page où on décrit le profil d'apprenant. Mais au-delà de cette page, plus personne ne s'y intéresse. Les enseignants ne sont pas au fait de pouvoir cibler ce profil. La différence, c'est que les écoles adhérentes à l'IB sont des écoles où non seulement on affiche les 10 qualités de l'apprenant qui définissent son profil, mais on agit dans la classe à travers les enseignants à
obtenir et à pousser et à augmenter le curseur pour chacune de ces 10 qualités dans chacun des élèves. Il y a des exercices, il y a des techniques, il y a des descripteurs d'évaluation pour savoir si l'élève est de plus en plus communicatif, de plus en plus ouvert d'esprit, de plus en plus sensé et penseur, de plus en plus audacieux, etc. Alors, vous ne serez pas surpris de voir que parmi les 10 qualités, il y a des qualités hard skills, du type informé et instruit, du type, disons, investigateur peut-être, mais la majorité de ces qualités sont soft. Si on les compare aux skills des employés dans les entreprises, ce sont des soft skills qui permettent justement à l'élève de mieux assimiler, d'abord d'être plus motivé, d'être plus équilibré et d'être un citoyen à la mesure de ce qu'attend la société en général de lui une fois diplômé. C'est véritablement le début d'une bonne prise en charge de cette équation entre profil de l'apprenant, le slide suivant s'il vous plaît, et profil de l'enseignant. Alors, on peut passer ce slide parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais il est très beau ce slide. Vous y reviendrez dans la présentation. Vous avez les 10 qualités qui sont les branches et la floraison de l'arbre. Et en bas, vous avez ce que l'enseignant doit semer, doit cultiver comme qualité pour pouvoir obtenir un profil de l'apprenant qui ressemble au plus à cela. Le prochain slide, s'il vous plaît. Et de là, l'idée, s'il vous plaît encore, c'est de dire que les qualités d'un enseignant, parce que c'est finalement lui l'acteur principal, sont le reflet de ce profil de l'apprenant. Il n'y a pas de mystère. Alors là, par contre, l'IB ne nous sauve pas en matière de profil de l'enseignant. Il n'a rien de structuré. Et le cabinet Abouab et l'équipe du centre de formation que je préside ont travaillé sur une vingtaine de qualités de l'enseignant qui nous semblent être conformes au triptyque usuel, universel, des compétences personnelles, des compétences techniques et professionnelles et des compétences relationnelles. Et ces qualités de l'enseignant font que l'enseignant est capable, avec cela, en essayant de s'adapter à ses attitudes, de faire parvenir l'élève aux qualités et aux attitudes qui lui permettent la réussite et qui lui facilitent la réussite. Alors, cette alchimie, quand elle naît, quand elle se développe dans une école, peut garantir la réussite. Nous n'avons pas le temps de les passer dans le détail. La prochaine slide, s'il vous plaît. Mais réfléchissons à cette... Alors, pourquoi c'est intéressant? On pourrait se dire, oui, mais bon, ces 20 qualités sont les qualités qu'il faut dans n'importe quel environnement. Vrai ou faux? Faux. Faux. Parce que si vous changez d'environnement, vous prenez l'environnement d'une école basique, comme il en existe beaucoup dans le secteur privé. Là, je joke ici. Je parle de Ndrasat al-Qraya, l'école de la réussite, avec la fiche 100% de réussite au bac. C'est une école qui est obnubilée par les meilleures moyennes au baccalauréat, le meilleur accès aux universités et qui oublie toutes ces belles qualités du profil d'apprenant. Alors, dans celle-ci, le profil d'apprenant n'est que instruit, studieux, discipliné, respectueux. On a presque oublié bête et méchant. C'est tout. Je caricature, hein, ne pensez pas que c'est une insulte vis-à-vis de beaucoup d'écoles de notre pays. Face à cela, le profil de l'enseignant qu'il faut, eh bien, il suffit qu'il soit cultivé, autoritaire, rigoureux et assidu. Pas besoin d'un superman teacher. Si vous voulez cibler un profil d'apprenant beaucoup favoriser cette prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, où en sommes-nous? 4 éléments fondamentaux qui font l'alchimie de la réussite de l'école. Les qualités de l'apprenant, son profil, les qualités de l'enseignant, ses attitudes. J'ouvre une petite parenthèse. Quand je parle d'attitude de l'enseignant, il ne s'agit pas du référentiel de métier. Il ne s'agit pas du REC, référentiel d'emploi et de compétences, c'est-à-dire la liste de la job description, ce qu'il doit savoir faire, son diplôme, ses capacités, ce qu'il doit. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est acquis, c'est normal. C'est au-delà du référentiel technique de compétences. C'est véritablement l'attitude. Et cette attitude va engendrer la réussite beaucoup plus que son référentiel de compétences, parce que ça, tout le monde peut l'obtenir dans un centre de formation des enseignants. Troisième composante, les activités que l'on fait en classe.
messieurs les enseignants, si vous êtes là à BISC, que vous avez des activités quotidiennes. Ce sont vos activités, vos cours, vos leçons, les ressources pédagogiques que vous utilisez. Et le quatrième élément, pas des moindres, les intelligences de l'enfant. Les intelligences de l'enfant, vous le savez, depuis Howard Gardner, sont multiples. Il n'y a pas une seule intelligence. Et le profil de l'apprenant que je viens de vous présenter reflète cette idée d'aller au-delà du diktat du quotient intellectuel. Le monde, surtout aux États-Unis, a vécu longtemps sous le diktat du quotient intellectuel. Vous avez un QI élevé, vous êtes bon pour venir à BISC, pour aller à une université britannique, et vous êtes le meilleur. Vous avez un quotient intellectuel faible, vous ferez une petite école, et puis bon, vous verrez, etc. Howard Gardner, en 1990, s'est élevé contre ça. Il a dit qu'il y a plusieurs intelligences. Il peut y avoir une intelligence musicale, artistique, kinesthésique, etc. Vous connaissez tout ça, qui font une complétude du profil de l'apprenant. Et quand on est dans la perspective des intelligences multiples, on est dans l'articulation de ces quatre éléments. Parce que ces quatre composantes ne sont pas quatre placards séparés. Les activités d'un côté, profil de l'apprenant de l'autre, enseignant de l'autre. Non, c'est un véritable puzzle interrelié. La prochaine slide, s'il vous plaît. Et pour démontrer cette interaction, chez Abouab, nous avons développé un modèle qui explique comment la première colonne, qui est la colonne des qualités de l'élève et qui en fait reflète l'outcome. C'est bien ça l'outcome. C'est comment obtenir un élève audacieux, sensé, ouvert d'esprit, altruiste, etc. Correspondent à des activités qui sont provision, l'activité de cours que vous faites en classe, c'est ce que vous offrez, c'est la provision, donc combinaison outcome provision, et correspondent à des intelligences particulières qu'on sollicite chez l'élève. Si vous cherchez par exemple des élèves sensés, eh bien vous allez cibler l'intelligence intrapersonnelle et la logico-mathématique, selon Gardner, et qui correspondent à des attitudes de l'enseignant. Pour chacune de ces intelligences, de ces cibles dans le profil de l'enseignant, l'enseignant doit adopter une attitude. Il doit être animé. Vous ne captez pas son attention, vous l'ennuyez, vous le faites décrocher, vous ne l'inspirez pas. Et c'est comme si l'enseignant d'aujourd'hui, pour cette école de la réussite, j'aime pas trop ce mot, mais je vais l'utiliser pour provoquer, est condamné à multiplier ses attitudes et son potentiel. C'est un peu comme si l'élève lui disait, monsieur, ce que vous êtes me parle tellement fort que je n'entends pas ce que vous dites. Vous avez beau réciter les plus belles leçons, si vous n'êtes pas imprégné d'un certain nombre d'attitudes, celle-ci, tout est parasité. Je ne capte rien, je ne vous suis pas. Et donc, cette combinaison va, à mon sens, nous aider à, dernière slide s'il vous plaît, nous aider à, comment dire, to shape. C'est curieux ça, je le connais en anglais, pas en français. De tracer les profils, de tracer les contours de cette école de l'avenir. Alors, pour être cohérent, on revient à la définition. Et c'est bien ça, la définition, c'est une école où prédomine le ciblage des compétences des apprenants et des compétences techniques et comportementales des enseignants. Sans cette combinaison, je peux vous assurer que quelle que soit la provision que vous mettez en œuvre, l'école restera en deçà des attentes de la société, des familles et aussi des entreprises recruteurs. Voilà le message, disons, initial que j'avais à transmettre. Et sinon, si je n'ai pas répondu à toutes tes questions, je suis à ta disposition et à la disposition du public. La voie a été tracée en tout cas. Merci beaucoup. Peut-être trois questions rapidement, Abderrahmane Lalou, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a une méthodologie. Il y a une méthodologie également du côté du ministère qui est mise en place, qui est calquée sur le nouveau modèle de développement. On essaye en tout cas de mettre un accent particulier sur la formation des enseignants. Est-ce que tu peux, par exemple, nous raconter un petit peu ce qui est mis en place actuellement? Et est-ce que c'est la première pierre angulaire vers un système plus qualitatif dans les prochaines années, d'ici 2030? Alors, ça tombe très bien. Hier encore, le Premier ministre ou le chef du gouvernement
assisté à la signature d'une convention de formation, d'un programme de formation des enseignants. Ce qui a été annoncé est très beau, c'est une reprise de ce qui avait été décidé en 2018. Le budget est conséquent. Je ne pense pas que ce soit 4 milliards de dirhams additionnels, mais je crois que c'est le sigma des salaires des enseignants du supérieur, des salaires des accompagnateurs, etc., qu'on a assemblé pour encourager. On s'encourage soi-même, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais l'essentiel n'est pas là. Ma crainte, c'est que l'on se contente, je pense qu'ils ne le feront pas, j'espère qu'ils ne le feront pas, que l'on se contente de recourir aux enseignants de l'enseignement supérieur, c'est ce que dit la Convention, à travers les NS, à travers les licences en éducation de la faculté des sciences d'éducation et des licences des cursus éducatifs dans la majorité des universités. Donc, on ait recours à des professeurs d'université, des théoriciens, pour former des enseignants scolaires. Si ce n'est que ça, c'est une grave erreur. Ils vont les former à la théorie, qui ne leur sera utile en rien sur le plan du savoir-faire et encore moins du savoir-être. Et ça restera un petit peu incomplet. Je suis certain qu'ils se rendront compte qu'il va falloir faire une ingénierie. D'ailleurs, le mot revient dans le discours. Mais pas un enseignant théorique. Ce qui se dit dans les facultés de sciences d'éducation, c'est très bien pour une base, mais ça ne suffit pas pour faire une véritable formation. Mais en tout cas, commencer par les enseignants, c'est une bonne chose, c'est un bon début. En tout cas, je crois que c'est en cohérence avec ce que je prêche. Je vais garder une dernière question dans mon sac pour plus tard. Mais dernière question, c'est sur l'autonomie des établissements. On voit que le chantier commence à être tracé. Il y a également le Millennium Challenge Corporation qui met en place des initiatives d'autonomie à travers certains établissements scolaires dans différentes régions. Est-ce que l'autonomie des établissements, c'est aussi synonyme de montée en grade de la qualification de l'écosystème, donc de l'enseignant et de l'élève? Absolument. Ce dont tu parles, ce sont les PUI. Les PUI est une révolution si elle réussit. C'est les projets d'établissement intégrés. Et un projet d'établissement est indispensable pour une école. Ça a été initié en 2000 au Maroc par le ministère. Ça a été très mal appliqué. Dans certains cas, non appliqué du tout. Dans le meilleur des cas, le directeur de l'établissement regroupe ses enseignants, rédige une 50aine de pages et en fait un projet d'établissement. Alors qu'en fait, un projet d'établissement, c'est une vie. C'est construire, co-construire, de façon collaborative avec l'équipe éducative, ce que l'on veut faire de l'établissement en termes de profil de l'apprenant, en termes de moyens à mettre en œuvre, en termes d'objectifs à atteindre. Et le PUI qui a été financé par le Millennium Challenge raconte est tout simplement extraordinaire parce que ça permet pour la première fois de faire converger les soucis techniques, financiers et organisationnels aux soucis pédagogiques. Ça a été fait sur 90 établissements. C'est juste 5% de projets pilotes par rapport. Maintenant, le challenge, c'est de pouvoir généraliser ça et de l'étendre. Mais là où ça a été fait, ça a été une réussite. Ça a été une réussite. J'espère que ça pourra s'étendre à l'ensemble des autres établissements. Croisons les doigts. Merci beaucoup. Merci. Abderrahmane Lalou, fondateur d'Abwab Consultant, expert en éducation, qui est bien sûr avec nous pendant encore un peu plus d'une heure et on va pouvoir bien sûr échanger tous ensemble. On va également parler désormais des avantages du système britannique. Avec vous, Richard Uddy, on va parler. We talk with you of British School International of Casablanca. I want to know what's the benefits of the British systems. Okay, fantastic. Before we start this question, the first question, I hope you don't mind. I'd like the audience to keep two things in mind that Mr. Woodward said. Sorry, Mr. Woodward said at the very beginning, and that's the £2 billion trade going between Morocco and the UK. That's point number one.
And the second point is the very valid one, that there are 600,000 overseas students currently studying in the UK. Those should focus our thoughts over the next couple of minutes on what I'm going to discuss. My personal belief about the UK education system is you've got to view it as a pyramid. And the fact is that the British education system is founded on a broad base of different subjects. I've had students from the USA, from China. We teach 30 subjects, we teach 30 lessons a week, and a normal American student will study 25 maths and STEM, and then study 5 other subjects. They will study 1 combined humanity, 1 combined religion. And ultimately, that doesn't produce what I classify as being a well-rounded student. And that's ultimately what the education system in the UK is about, is producing what I call global citizens. Because that figure, the 605,000 people, is that the majority of our youth will not be actually working in the country where they're born in. And especially in the case of Morocco, where you are, I mean, a couple of my friends describe this as the miracle of Morocco. Your country is on the biggest growth spurt I've seen any nation in any world ever undertake. I've never seen so much industry, I've never seen so much growth, I've never seen so much. Thing with the British education system. Yes, broad-based, you do 9 GCSEs, you then focus your attention on 3 A levels. And those 3 A levels could be anything. It could be a language, it could be science, it could be a humanity, it could be anything that you want. People revisiting at the edge you have one superbly qualified student. Alors, il y a une deuxième question qu'on se pose également, c'est comment choisir, quelles sont les astuces pour choisir aujourd'hui les bonnes universités, how to choose the good universities, the good Britannic universities. The choice of university is a very interesting one, because I guarantee everybody here has heard of Oxford and Cambridge, 2 of the greatest universities in the world. I'd like to put a little kind of pin in that bubble, because they're not the greatest universities in the world. If my daughter's currently studying to become a teacher, she's studying at Cambridge, I would have told her to go to UCL. It's better for education. My brother-in-law, who was the director of the Ashmolean Museum in Oxford, didn't go to Oxford University to study fine art. He went to Birmingham, because that was a better university for fine art. And the fact is, the one small little concern I've got with the Moroccan students I'm teaching is that they are so London-centric. As far as they're concerned, London is the most important place in the UK. I have to shatter their illusions. It's not. If you want to study economics, LSE is fantastic. If you want to study, say, law, it's not. You go to Bristol, you go to Durham. And so the fact is, when you choose the right university, you've got 2 options. You can either go one with presence. I can guarantee you, if your child or your son or your daughter reads zoology at Cambridge, they will get a job in a city bank at £1,000 million because they went to Cambridge. But if your child went to read law at Lancaster, which is the best university in the UK for reading law, you get a job in virtually all the law houses down in London. And so if you stay away from this idea that everything's about London, that is when you get the best opportunities afterwards. This is not the USA. Princeton, Harvard, Yale, you've heard of all these names. They have no specialism apart from Harvard with business. We know that. They're brilliant at business. But these are general purpose universities. So if you want to become the best doctor, you go to Somerville, Oxford to study biochemistry, because that is the best place in the world to study it.
Alors, dernière question qu'on va se poser, c'est quel est le meilleur pour les étudiants? Quel est le meilleur parcours? English. Path for students. Hmm? What's the best path for local students? I've got a lovely student in year 12, and I use him as an example. This young man can speak Spanish, speak French, he speaks Darija, and he speaks English. Speaks 4 languages fluently. Now, I know that any university in England would literally snap that young man's hand off to get him into that faculty. Because I'm going back to this again, 605,000 international students. There is one super huge weakness with the UK education system. I'm sure all my staff here would say this. We are useless at languages. British are rubbish at languages because we are lazy. We're very fortunate. I was in the army for 10 years and I learned German. And I had an unfortunate occasion when I had to go to Geneva to do some business when I was working in the city. I started speaking in German. Immediately they stopped and they spoke in English because it was easy for them to understand. And that was rotten. But your children, your nieces, your nephews, your sons, your daughters, speak 3 fluent languages. And with that £2 billion trade deal in mind, the growth between Morocco and the UK is only going to get bigger and bigger and bigger. And the one thing is, your child can go to the UK, study languages, study business, study whatever they want. There will be firms in the city, there'll be firms in Bristol, Birmingham, Manchester, biting their hands off because they can speak 3 or 4 fluent languages, which my UK counterparts can't. And that's a significant thing that the Moroccan students have over our British students. Merci, Richard Rodi. Vous restez avec nous, bien sûr. On va continuer à parler du système britannique et notamment des avantages du système britannique, mais également l'état des lieux de l'enseignement britannique avec Zakia Benis qui est avec nous. Je vous redis bonsoir. Je vais vous passer un deuxième micro. Il est déjà allumé. C'est parfait. Zakia Benis qui est donc Business Development Manager Maghreb au British Council. On va dresser un état des lieux, un portfolio quelque part de l'enseignement britannique aujourd'hui au Maroc. D'abord sur la maîtrise aujourd'hui de l'anglais dans le système actuel marocain. Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser? Est-ce qu'on est bon, pas bon, très bon, excellent? Merci. Question très intéressante qui nécessite énormément de temps. Tout ce qui se passe autour de l'anglais aujourd'hui, c'est juste énorme. Alors, on a effectivement récemment un rapport qui a été publié par le British Council en avril 2021 et qui est arrivé pile à un moment où on voit une grosse révolution, on voit d'énormes changements qui se passaient déjà pour Covid et qui ont été accélérés sur cette phase. Et donc, alors ce rapport a étudié, c'était sur un échantillon de 1200 personnes. On est sur la tranche des 15-25 ans. On est partout dans le Maroc et on est sur 60% à peu près d'étudiants. Et là, on a des chiffres, mais qui sont vraiment, vraiment surprenants. Vous-même, vous avez été surprise. Pardon? Vous-même, vous avez été surprise. Absolument, ça fait 6 ans que je suis avec le British Council et que j'échange avec différents établissements dans l'enseignement supérieur, l'éducation, l'enseignement supérieur, le privé, le public, dans 4 pays du Maghreb. Et moi-même, j'ai été surpris. Alors, on a des chiffres qui disent qu'on a 40% de l'échantillon considère l'anglais comme la langue la plus importante. Ça, d'accord. Mais quand on va sur les chiffres de la maîtrise des langues, on a bien sûr 69% de l'échantillon qui maîtrise très bien l'arabe. On est d'accord. Quand on va sur l'anglais et le français, on a 30% de l'échantillon qui maîtrise bien l'anglais. Donc là, on est sur un niveau de maîtrise de quelqu'un qui peut commencer à travailler, étudier, etc. Donc 30%, c'est quand même très, très intéressant. Quand on parle de tout le Maroc, oui. On ne parle pas juste de Casaraba. Et puis ensuite, en comparaison, le français, on est un peu moins de 34% qui maîtrisent vraiment bien le français. Donc ça s'équivaut. Pardon? On est sur les 2 mêmes niveaux quasiment. On est presque sur une égalisation de l'anglais et du français. Et finalement, c'est très intéressant. Ça vient confirmer finalement
tout ce qu'on voit autour de nous, beaucoup de jeunes, que ce soit dans les écoles, les lycées, les universités, qui parfois ont cet amour pour l'anglais. Alors effectivement, tout ce qui se passe sur les médias, il y a énormément beaucoup d'outils qui font cet amour pour l'anglais, cet intérêt pour l'anglais. On pourra parler un peu plus longuement des raisons et des outcomes. On est un pays francophone, on est sur la Méditerranée, on a une relation avec l'Europe. Le français aura sa place aujourd'hui sur l'emploi. Les CV, c'est en français. On échange avec des employeurs plutôt en français pour des postes où c'est tout le français. Mais on voit quand même énormément de postes maintenant qui s'offrent pour des anglophones, même au Maroc. Donc, clairement, Alors, très prometteur. on va en venir justement en perspective, finalement, de l'anglais au Maroc. Quand on voit une jeunesse qui de plus en plus parle anglais et parfois ne parle qu'anglais et pas français, ça offre de belles perspectives de croissance, d'intérêt et même relationnel entre le Maroc et le Royaume-Uni, non? Absolument. Alors effectivement, quand on voit les chiffres des élèves des lycées ou bien de l'enseignement supérieur qui ensuite vont vers des programmes internationaux sur des destinations comme l'Angleterre, c'est impressionnant le nombre de Marocains qui vont vers l'Angleterre. Et moi-même, je suis parfois impressionnée quand je vois les chiffres parce que initialement, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas abordable aussi financièrement, c'est pas aussi abordable peut-être que d'autres destinations, mais quand même, on a chaque année de plus en plus de Marocains qui vont étudier en Angleterre. Après, il y a d'autres tendances qui sont très intéressantes. Alors nous, par exemple, sur les certifications d'anglais, on a une grosse partie des candidats qui passent les tests IELTS ou autres tests du British Council ou d'autres boards qui, historiquement, prenaient les certifications à la fin du lycée ou en milieu d'université pour s'orienter vers des pays anglophones, pour l'Angleterre, les États-Unis, Canada, qui restent des destinations majeures. Et ensuite, déjà avant le Covid, on a vu des tendances de plus en plus de candidats qui prennent des certifications d'anglais pour aller vers des programmes internationaux, également en Europe, en Allemagne, en Asie, en pays du Golfe. Donc on a cette ouverture maintenant, de plus en plus d'étudiants. On garde beaucoup d'étudiants qui vont vers la France, qui vont vers des universités marocaines, un système marocain local qui se développe aussi beaucoup. Mais sur cette tranche d'étudiants qui ont des souhaits justement d'aller vers l'étranger, eh ben, les Marocains s'ouvrent à différents programmes partout dans le monde grâce à l'anglais. Mais je regardais les chiffres tout à l'heure avant de venir. On est à plus de 1000 élèves aujourd'hui dans le système britannique au Maroc. Si je ne me trompe pas, vous me corrigez. Je ne saurais pas vous corriger parce que je n'ai pas ce. Parce que le chiffre que j'avais vu, c'était quasiment 1000 en 2021. Donc ça a doublé en quelques années. Effectivement, c'est-à-dire que quand on voit le nombre d'écoles britanniques, il y a quelques années, on n'aurait jamais pensé qu'il y a assez de demandes pour ouvrir autant d'écoles britanniques. Autre chose, finalement, on a les écoles britanniques actuelles qui sont incroyables, avec des structures incroyables, avec de plus en plus de demandes. Alors moi, étant au British Council, j'ai parfois des mamans, des amis qui me contactent. Mon enfant est actuellement au système bilingue, au système français, et je m'y retrouve pas parce que finalement, avec tous les cours particuliers que je dois faire à côté, eh ben, j'ai presque atteint le budget de l'école britannique. Est-ce que je saute le pas? Donc aujourd'hui, ce qui est super, c'est qu'il y a toutes ces ouvertures, il y a toutes ces écoles britanniques dans les grandes villes. Il y a plein de beaux projets aussi partout dans le Maroc d'enseignement, d'éducation et d'enseignement supérieur britannique. Et donc aujourd'hui, les choix sont là. C'est-à-dire, je pense que aujourd'hui, les Marocains ont beaucoup plus de choix. Alors bien sûr, on est dans le secteur privé. Le secteur public aussi avance très bien sur les réformes. Et en termes de temps, quand on parle de 2030, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'avancées sur le privé que le public, qui prend un peu plus de temps. Mais ce qu'on voit sur le privé, on espère le voir aussi pour le public, avec les élèves du public aussi qui s'intéressent aux destinations internationales. Pour finir sur le point
des écoles britanniques par rapport aux différents systèmes, etc. Aujourd'hui, je pense aussi qu'on voit le système français qui a évolué récemment, le système marocain qui a quand même connu des avancées quand on a ouvert l'IB, quand on a ouvert les classes pilotes de baccalauréat option anglais il y a quelques années en partenariat avec le ministère et le British Council. C'était intéressant d'ouvrir des choix. Et ça a résulté finalement à aujourd'hui, les écoles ont la possibilité d'ouvrir une voie de programme local baccalauréat sur la base de la langue marocaine. Ils ont la possibilité d'ouvrir une voie de bac option français. Ils ont la possibilité, et tous nos partenaires, ils cherchent notre soutien pour ouvrir aussi une voie de baccalauréat option anglais. En plus de cela, on voit des établissements aujourd'hui qui veulent commencer à délivrer quelques matières scientifiques en anglais dès le primaire ou dès le collège pour pouvoir ensuite commencer par une classe en parallèle. Alors, on a des exemples impressionnants à Casa d'une école qui délivre un programme marocain et ils ont un groupe d'élèves en parallèle qui préparent le baccalauréat britannique, les IGCSE. Et donc, au final, ils vont terminer avec les 2 baccalauréats. Donc, ça, je pense que c'est des exemples très intéressants. Et puis, on va aller vers plus de choix. Le système français, sur sa réforme, aujourd'hui, propose aux élèves de choisir, de se spécialiser un petit peu dès le début du lycée. Donc, ça, c'est quelque chose, on voit, ça se rapproche un peu du modèle britannique, finalement, même si on n'est pas encore là. Et puis, finalement, on espère voir dans l'ensemble de nos établissements ce choix, finalement. Si un élève est à l'aise en français, qu'il aille vers le français. Beaucoup d'élèves ont un attrait vers l'anglais, qu'ils aient des possibilités dans tous les établissements d'aller dans la voie de l'anglais sans être limités par la nécessité du français ou d'autres langues. En tout cas, on voit qu'il y a, des dialogues et des discussions ininterrompues entre les autorités marocaines et les autorités britanniques. Il y a quelques jours, le ministre de l'Éducation nationale, Chakim Ben Moussa, était à Londres, à l'ambassade du Maroc à Londres. Il a reçu plusieurs responsables d'écoles britanniques pour pouvoir s'intéresser justement au positionnement sur le Maroc. Il y a de plus en plus de collaboration et j'ai vu qu'il y avait également une commission Maroc-Royaume-Uni spécifique à l'enseignement supérieur qui est ouverte depuis maintenant quelques mois. Donc, on veut aller beaucoup plus loin, on ne s'arrête pas uniquement au primaire, au secondaire, on va vers l'enseignement supérieur de plus en plus. On veut accélérer la cadence sur ce point-là précis. Absolument. Alors moi, pareillement, je travaille avec différents partenaires sur toute la zone du Maghreb. Le Maroc a été le premier à signer ce mémorandum, cet accord entre le Maroc et le Royaume-Uni. Ont suivi les pays comme la Tunisie et l'Algérie qui avancent également dans ce sens. Mais effectivement, on a commencé plutôt au Maroc. Dans des avancements très intéressants, différentes commissions ont été mises en place. Et puis, dans le domaine de l'éducation, effectivement, c'est un dialogue continu entre le Royaume-Uni et le Maroc. Concrètement, le British Council aussi participe à ce dialogue. Quand il s'agit de parler de l'anglais, la place de l'anglais et l'utilisation de l'anglais pour délivrer les programmes dans l'enseignement supérieur, eh bien, il y a énormément de paramètres, il y a énormément de challenges. Et donc, c'est important d'avoir un partenaire comme le Royaume-Uni pour soutenir le ministère sur ces choses-là. Récemment, une question a été discutée, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas, il y a l'aspect monitoring and evaluation, il y a l'aspect évaluation externe. Monsieur Hello, tout à l'heure, a mentionné toutes ces évaluations externes telles que PISA, etc., auxquelles on participe. C'est bien. Finalement, l'arrivée pour le ministère est en même temps nécessaire actuellement en place des systèmes d'évaluation externalisés, de faire référence quand on parle des langues à l'échelle européenne des langues, le CECRL ou CEFR en anglais.
finalement, qu'on est à l'école, dans une école française ou anglaise ou britannique, si on n'a pas des programmes et des évaluations liées à ces échelles internationales, eh ben, on peut avoir un 18 sur 20 qui veut rien dire finalement. Et donc, pareillement, pour accéder à certains masters, assez bientôt, on va voir une nécessité d'avoir au moins un niveau peut-être B2 pour accéder à certains programmes. Et finalement, je pense que c'est un aspect très important de l'éducation telle qu'on veut la voir en 2030 et par la suite, qu'on voit justement certains établissements mettre en place des certifications et des évaluations externes. Et c'est quelque chose qui va forcément se développer pour pouvoir aller dans quelque chose de fiable et de travailler les lacunes de tous les élèves et les étudiants avant de les envoyer vers des programmes. Alors, j'avais mon téléphone en main, je regardais les questions parce que figurez-vous qu'on a une petite webcam. Il n'y a pas que ces personnes qui sont là, on a aussi des personnes qui sont en direct et qui nous regardent et qui nous posent des questions. Il y a beaucoup de questions, je vais les poser à chacun d'entre vous dans quelques instants. Peut-être une réaction d'abord, Abderrahmane Lalou. Quel est votre regard, vous, sur aujourd'hui la montée en puissance de l'enseignement britannique au Maroc? Si vous pouvez. Ouais. Je pense que c'est une excellente chose. D'abord pour des raisons de diversification. Aujourd'hui, dans le Maroc de 2020, celui de 2030 encore plus, il faut cette diversification. En soi, c'est une très bonne chose parce que rester focalisé sur une seule langue, sur une seule destination, sur un seul paradigme éducatif n'est pas bon. En plus de cela, le système britannique, comme ça a été démontré, je le connais bien pour avoir collaboré pendant 20 ans avec le British Council et pendant plusieurs années avec NCUK, puisque je pilotais l'université Mondiapolis et on avait un partenariat avec NCUK, toutes les universités du nord de l'Angleterre. Ce sont d'excellentes formations, ça ouvre la voie à des cultures nouvelles et à une performance véritablement marquée. J'aimerais réagir sur cette question de langue. Ces résultats sur la performance en anglais des jeunes de 15 à 25 ans, c'est bien ça? Attention, Abderrahmane Lalou, vous piquez le rapport d'études. Oui, et moi aussi, je vais vous le piquer, parce qu'il est intéressant. Il date de 2020, c'est ça, je pense qu'il est 2021. Ne m'étonne pas, parce que les étudiants et les élèves que j'ai côtoyés pendant ma carrière de 30 ans en tant qu'opérateur d'éducation ont un blocage vis-à-vis du français. Le pays dans lequel nous vivons a une culture du français tellement sophistiquée que si vous ne parlez pas un français châtié, vous êtes exclu et vous faites un blocage. Ils n'ont pas la même attitude vis-à-vis de l'anglais. Ce n'est pas une langue, excusez-moi le terme, j'espère que ça ne va pas faire jaser, une langue coloniale pour le Maroc. Donc ils n'ont pas de complexe vis-à-vis de l'anglais. Ils le parlent comme ça vient. Et puis petit à petit, ils commencent à performer et à bien le parler. Et ça ne m'étonne pas qu'ils sont à 30% maîtrisant l'anglais contre seulement 34% maîtrisant le français. Parce qu'il y a un blocage, il y a un refus psychologique, un recul. Et vivement que nos jeunes s'ouvrent à une langue qui non seulement leur ouvre l'accès aux universités britanniques, mais vous allez rigoler, leur ouvre l'accès aux universités françaises. Parce que dans les écoles de commerce françaises, les diplômes sont en anglais, messieurs, dames. Ils ne sont pas en français. Ça leur ouvre la voie à la Scandinavie, ça leur ouvre la voie à la Roumanie, ça leur ouvre la voie à tous les pays. Quand ils vont en Allemagne, c'est l'anglais qu'on parle comme deuxième langue et pas le français. Donc vivement que l'on ouvre ces chantiers. Désolé, Landry. Non, mais il va falloir que je mette davantage. Richard Reddy, I apologize for my English. I'm very, very bad English, but I want to learn my English here. Favor? Alors, on a beaucoup de questions. Il y a des questions justement pour vous, Richard Reddy. What are the best assessments indicators to evaluate education effectiveness? What's the best assessments, indicators to evaluate education effectiveness? I think the whole thing with the British education system, it's based on rigor, and it can be brutal. We grade everything from A to U, and it can be slightly disheartening because we have this kind of culture where
Unless you're an A-grade student, you're nothing. But I think with the way that we try and do it in the British International School of Casablanca is progression is the key thing. If you're a D-grade student and you progress to C grade, B grade, that's the key thing. Because I can guarantee you, everybody around here, not all of us were academics at school. I was a bang average student. I was a C grade student the entirety of my life. I got C's at GCSE, I got C's at A level, I even got a C at degree level, which is a 2-2. And the fact is I'm a headmaster now. It doesn't matter what you are at that time. And so I think the great thing about assessments, it should be rigorous, it should be fair, and it should be regular. The fact is in the system, we start assessing students in year 6, and they get their first proper dose of assessments at year 11 when they do the GCSEs. 2 years later, then they do their A levels, which is misery incarnate, 24 exams in the space of 2 weeks. And because that then prepares them for the misery, which is university. And I think what was the critical thing here is I'm sure lots of people in this audience will hold up their hands and say, right, as soon as they left school, they thought, that's it. No more assessments, no more exams. We know when we go into the workplace, every job that we go into is continual assessment, continual examinations. Having to, if you want to become say an insurance broker, you have to go through more assessments as you go through. So I think that's the one joy with the with our system is that it gets students used to regular, rigorous assessments from the very time they hit about 12, 13. Brutal, and it is brutal, but life is brutal, I'm afraid. And in the big wide world outside, especially Morocco, United Kingdom, it's dog eat dog. I'm sorry to be nasty. On va passer aux questions de la salle. Peut-être un dernier point qu'on n'a pas encore abordé, Zaka Beni, c'est sur les difficultés finalement de la diffusion de l'anglais. Parce que c'est vrai qu'on a dit beaucoup de belles choses, mais il y a aussi des problématiques. Sur les difficultés aujourd'hui à diffuser l'anglais dans le système marocain, quel est votre regard, vous? Je vous passe le micro. Tenez. C'est bon. Merci pour cette question qui est finalement cruciale. Aujourd'hui, justement, quand j'échange avec des partenaires, le fait qu'on soit le British Council, ils ont besoin d'un soutien sur un éventail énorme. Alors moi, je m'occupe essentiellement de la partie certification et on essaye de les accompagner au mieux sur la partie mise en place progressive d'une certification, une évaluation externe régulière en commençant par un groupe d'élèves et en atteignant assez souvent parfois des centaines d'élèves chaque année. Donc, je pense que le premier challenge, c'est l'enseignant. L'enseignant, comme évoqué M. Hello tout à l'heure, il est au cœur finalement de nos systèmes. Il y a d'une part des programmes qui sont très chargés. Voilà, c'est la réalité des choses. Ils vont aller jusqu'à l'anglais par semaine en retirant des volumes horaires ici et là à d'autres matières. Et puis, alors le professeur ensuite, il faut adapter. Quand le professeur a 4 heures avec les élèves, ce sont des langues vivantes. L'élève ne va pas rester assis quand il s'agit de la maîtrise de l'anglais et la pratique des langues en classe. Il y a toute une approche. On parle d'une part de tout ce qui est évaluation régulière tout au long d'un cursus pour voir les progrès, etc. Mais pour les professeurs également, les thématiques d'avant ne sont plus les mêmes, les outils ne sont plus les mêmes. Alors, et on voit aussi énormément d'initiatives très intéressantes qui sont parfois mises en place main dans la main entre le public et le privé,
à travers parfois des inspecteurs qui font le lien, qui créent des compétitions pour les professeurs d'anglais, pour essayer de les mener vers des standards plus élevés. À travers des activités plus dynamiques dans l'enseignement de l'anglais, etc. Donc, challenge numéro 1, très clairement, les enseignants, l'accompagnement des enseignants et puis le recrutement. Aujourd'hui, tout le monde recherche des profs d'anglais dans tous les systèmes, français, arabes, etc. Alors, on a énormément de diplômés des facultés d'anglais. Il y a de nouveaux programmes mis en place par le ministère, mais il faut travailler sur cet aspect-là. Il y a des écoles qui nous disent British Council, please help. On a besoin, on voudrait des natives de UK, from other countries. We want people to support our project. Donc, nos projets ne vont pas se faire tout seuls. Il faut des ressources, il faut travailler sur les ressources locales pour bien former les professeurs de manière continue et puis aussi aider en recrutement. Peut-être qu'on peut aussi avoir des ressources d'autres pays qui viennent actuellement de plus en plus au Maroc à travers les relations bilatérales entre les différents pays pour soutenir tous ces projets très, très ambitieux dans tous les différents établissements. Abderrahmane Lalou, vous qui êtes aussi un spécialiste de la formation, puisque vous êtes le directeur du CIFIP, si je ne me trompe pas, le centre de formation des enseignants. Sur la formation des enseignants en anglais aujourd'hui, comment on se positionne au Maroc? Quelles sont les difficultés? Peut-être quels sont les points forts aussi que nous avons? C'est une réelle difficulté. Tout à l'heure, vous parliez du BIOA, du baccalauréat international option anglaise. Il a eu du mal à démarrer, principalement par défaut de combattants. L'État n'a pas trouvé suffisamment d'enseignants d'anglais correctement formés pour l'accompagner, alors que le BIOF a explosé et s'est beaucoup développé. Je pense qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de plus en plus de jeunes qui, comme ça a été dit, s'intéressent à l'anglais, mais plus que ça, vont faire des licences en anglais. Ils sont très à l'aise en anglais, je les rencontre au quotidien, ils sont bons en anglais, et je pense qu'il faut un programme pour encourager cela, un programme d'orientation. Ce n'est pas quelque chose de unreachable, bien au contraire, c'est tout à fait à la portée, et ça permet d'atteindre la diversification linguistique qu'on disait tout à l'heure. Bon, je pense qu'il faudrait en parallèle à cela que le Maroc, que l'État adopte une politique linguistique claire, ce qu'on n'a pas. On n'a pas de politique linguistique claire à l'échelle nationale. On lance un BIOF, on lance un BIOA, on avance d'un pas, on recule. L'arabe, on ne sait pas quel est vraiment son statut. Les écoles privées font du n'importe quoi. Parfois, vous allez dans certaines écoles privées où il y a une babélisation, au sens de la tour de Babel, une babélisation linguistique incroyable. Il faut pour chaque établissement une politique linguistique. À BISC, on a choisi l'anglais, c'est bon, on a choisi l'anglais, on fait aussi un peu de français et un peu d'arabe, mais il faut que ce soit tracé et clair. Et de la même façon, à l'échelle de l'État, il faut une politique linguistique qui commande toutes ces orientations de formation des ressources d'enseignants pour enseigner l'anglais. Merci Abderrahmane Lalou. Alors place aux questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais faire circuler le micro. Monsieur? Bon. Juste en bas. Thank you. Bonsoir. Bonsoir. Je vais parler en anglais juste pour t'embêter. Merci. Qasim Boutaib, former international banker. I think that as far as international education is concerned, foreign language learning is essential, but not enough. Culture and communication skills are really a must to approach this international dimension. English is definitely the most spoken language in the world. English will open 25 to 30 countries, markets, and job opportunities to our students. Mondialization, globalization, science, economics, research are definitely English-oriented. I used to be a member of an organization called English Speaking Union,
which objective is to promote English language and British culture. And the chairwoman is the Queen of England. I definitely think that to maintain control and promote our children skills, we should also give them to know their own culture, to exchange with others, and to make others like and love our Moroccan culture. And this is the best way to communication. Voilà. Richard Hardy. I go back to what I said earlier on about the British university system, is that we are hell-bent on trying to get as many overseas students into our education. Because not only is it beneficial for obviously the host nation, because we'd like cultural diversity, we like having different nationalities. In my last school, I think we had 25 overseas students. And the people that benefit are not just the people that come into the country, but the students who integrate with them. And so I have students who literally met a Bulgarian. She came to the school, and then 2 weeks later, they were on holiday in Bulgaria. And that's only possible by having a truly diverse and kind of complex kind of demographic in a school or a university. The one thing I've realized since I've been out here is that we're not so keen in Britain in shouting our kind of, our Britishness as we used to be. We're very mindful of other kind of cultural influences we've got. Morocco, on the other hand, that's not the case. I've never seen so many national flags in my life in one particular institution. Incredibly proud Moroccans. It's a very proud nation, and it's lovely to see because they are richly proud of what your country has achieved in such a short period of time. But I do agree with you, being able to celebrate your own culture. So I think that's the other thing is we like to, we don't just stick with the traditional subjects. We like to try and progress. And so I'd like to big up to the Commonwealth up there. And it's not just a British curriculum. It's a Commonwealth curriculum, and it does work. But no, couldn't agree with you more. We've got to celebrate our own nationalities, but we've got to look at the bigger global picture. Thank you. On a beaucoup de questions, y compris. Alors, peut-être monsieur d'abord, et puis on a une question pour monsieur le consul et pour le président de la Bridgesham. Mais n'hésitez pas. Hein. Bonsoir. Good afternoon, everybody. My name is Najib Hamouti. I'm head of the international department in a graduate school in Casablanca called the ESIF. We train engineers in the fields, many fields. I have noted with a lot of interest two figures: the £2 billion exchange between Morocco and UK, and the 600,000 students, foreign students in UK. And I would like also to suggest thinking about another figure. 44% of French people voted for the far elections, and this impact was felt in Morocco. And France decided to decrease number of visas offered to Moroccans by 50%, but they did better. They rejected 70% of visa applications, including to scholars and business people and people who wanted to trade. So I think that the figure of £2 billion can be doubled in 5 years, if it is fair to say this. Second, in my current job,
I'm in charge of building partnerships, and I felt lately the misery of not having gone too fast in implementing English in our college. I was negotiating with the German renowned university about establishing double degree programs. Negotiations failed because they told us you don't have enough modules in English. Very bad news. Okay, so I don't want to speak too much, but I want to confront maybe 2 points of view here. Mr. Lahlou said that university teachers cannot or are not very well positioned to train primary school teachers. I don't know what Richard or Mr. Lahlou can develop on this. Who might be better positioned to train school teachers? Thank you very much. Qui veut commencer? Abderrahmane Lalou et Charodi? Shukran. What I said is that university teachers are totally able to give the theoretical aspect of the training. No doubt about this, but it's not enough. I told also, if you remember, that the best what the teachers in schools need is the technical skills and soft skills adapted to dealing with young people, because you have a difference between andragogy and pedagogy. As far as they need very pragmatic, very applicative skills, I think that the best is to make them deal with inspectors, with experienced teachers, in addition to the background, to the theoretical background given by NS or other university schools. I thank you for the question, because it gives the opportunity to be clear and not make the Ministry of Higher Education against me. Thank you. Charodi. Alors, on a beaucoup de questions. Une question pour vous, Monsieur le Consul, qui nous vient du direct avec la petite caméra qui nous est posée. Alors, que fait l'ambassade britannique pour la diffusion de l'anglais et du modèle britannique? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de partenariats qui sont notamment lancés ces dernières années. Thank you for the question. I think it's a multifaceted approach that the UK takes in Morocco. And you know, our colleagues at the British Council do a huge amount of the work around British culture, British language, and the British education system in the market. I think we then have the embassy based in Rabat, and we have the DIT team, Department of International Trade team, based in Casablanca, who all look at different aspects. And I think I spoke earlier really about the commercial aspects of what the Department for International Trade is doing in terms of supporting UK and educational institutions in that commercial perspective, establishing in the market, looking for those opportunities, what the incentives are. And I think my colleagues in Rabat are doing a lot of work with the Moroccan government as well on a number of the initiatives that really sort of allow the space for us to be docking into what's happening. I mean, the initiatives being driven by the Moroccan government and His Majesty the King now around education, around healthcare, around renewable energy are really incredible in terms of driving the overall strategy of Morocco. And I think that's where the work we can do in terms of how British education is a part of that and can support that and can produce people to be engaging with that and businesses who want to engage, I think can be really valuable. And I certainly hope, you know, through education and through other commercial sectors that we're looking at, there is real opportunities for the UK to be engaging. And I suppose I'd just say, you know, through British Council, through ourselves at the Department for International Trade or the Embassy in Rabat, please get in touch. And we want to hear about what the challenges are. We want to hear about what the opportunities are, because we're here on the ground to help. Alors, on avait une question, je l'ai prise par cœur pour vous, Monsieur le Président de la Bridgecham. Question un peu indiscrète, parce que vous qui êtes président justement d'une grande société ici au Maroc, on se posait la question, est-ce que vous faites des formations en anglais, notamment pour les salariés dans cette société ou pas du tout? Oui. Question indiscrète. Oui. Je vais faire un petit point. Depuis mon arrivée, j'ai pris beaucoup de temps pour apprendre français, mais
vous êtes en train de me dire que c'était un gaspillage de temps parce que tout le monde va parler anglais. Mais voilà la vie. I'll answer in English because it's probably better, but at Spirit, so I'm vice president of Spirit, and yes, we offer about 7 years ago, we started to offer classes in English. The problem was 95% of the employees signed up. So there was so many people wanted to do it, we couldn't do it. So we had to pick our way through it. But yes, we offer classes in English, and for sure it's extremely popular. So when Spirit bought over Bombardier, they were quite concerned, you know, because Bombardier was still a Canadian, Quebecois, a lot of French, and worried by the language. But probably within 2 days, they were no longer concerned because everybody pretty much speaks English now, and they love it. I want to come back to the points. I'm not an educator or somebody who works in education. I was a bit like Richard. I was a solid C plus on a good day. C on another day it wasn't so good. But I did benefit. For me, education, it's a it's a practical thing. Okay, and for me, I want to be very old-fashioned and say, I learned how to read, I learned how to write, and I learned arithmetic. So I'm not here, sounds a bit strange, only the British education system, but I would promote a good education system, okay, whether it be British or French or whatever. I think the focus has to be on the quality of education. I do believe, and thank you, the 2 billion should go to 5, and then naturally 10, and then naturally 20. This is the progression we should be looking at with the UK. So naturally, to have British education system in Morocco is a huge advantage for Moroccans and for the British, as we said. So it's a great exchange. I think if you're going to learn English, you should be in a British education system as opposed to other countries who speak English but don't necessarily have that deep background in terms of that education system. I do believe in that. So hopefully we will see more. It's the first time I've been here, shame on me, and I walked around the school, and they certainly have the infrastructure. I know you talked about the infrastructure, et cetera, but it's an amazing school and well done. I think you've done yourself proud and Morocco proud as well, that's for sure. So for me, coming back, read, write, arithmetic. Yes, we do offer British or English speaking classes, and I think more and more companies will do that. So we need to continue to push forward. If you had watched the Platinum Jubilee celebrations, you would have seen so much multicultural input. So we're pathetic at it. So we're a huge advantage and a huge cultural exchange that they're used to in terms of trade, which I think is a big advantage. I love Morocco. I live in Morocco. I want to continue living in Morocco, and hopefully with more British education within that. But don't you think the entrepreneurial spirit of the Moroccan nation, I mean, It's huge. It is quite staggering. You know, any chance to open a business or kind of diversify, they are the first to ever go to it. Yeah. And that's the wonderful thing. And when I speak to all my students, the last thing they want to do is go and work in an office. They want to run a business. They want to create their own business. They want to be their own boss. And that's a fabulous thing to see. Yeah. Not uniquely Morocco, but really one of the great talents of Moroccans is they want to be in commerce. It's fabulous. Professeur Abderrahmane Lalou, peut-être votre regard justement sur ces entreprises et ces initiatives privées de formation d'anglais, parce que c'est vrai qu'ici au Maroc, on parle beaucoup du rôle essentiel du secteur privé dans le soutien à l'éducation. Comment vous percevez ces initiatives? Je me permets de le dire en anglais. Oui, bien sûr, bien sûr. Nos amis.
It's a big chance to have here to be at BISC school, but also to have British Council and British Chamber and Mr. the General Counsel of UK. It's a good thing to encourage schools as BISC or earlier, much earlier, Khalil Gibran or other schools who adopt the UK system, GCSE, O-level and A-level. This is a very appreciable diversification, what I said. But it's more a wish than a recommendation. I would like British Council and the UK to encourage also other schools which are in the Moroccan frame of education to develop English language, to develop pedagogy, to develop best practices in education without necessarily make them stick to the British system. It's a larger spread of assistance, cooperation with Morocco. This is where French government failed with Morocco. I don't know if it's a lack of willingness from the Moroccan authorities or French authorities, but we need this kind of larger cooperation. As I said, it's a wish more than a recommendation because I don't know if it's feasible. It would be very, and this is inspired from my experience with International Baccalaureate Organization, IB. I say that because I know that UK is one of the most advanced countries encouraging IB schools in their country. IB has this approach. They come in a country, they don't impose a curriculum, they propose methodology, purposes, objectives in respect of the local language, the local contents of education, but the result is extraordinary because you have a better approach for education and larger approach of education. I don't know, what do you think as authorities in education and in language promotion of this vision? I hope it will come, Inch'Allah. L'appel est lancé. Voilà. On va terminer. Alors, oui, peut-être, Consul ou alors de Zakia Benis. Il y a d'autres questions qui sont posées en haut, mais je voudrais juste avant peut-être les questions aborder un dernier point qui est très demandé et qu'on avait évoqué tout à l'heure au tout début avec Abderrahmane Lalou, c'est le digital. C'est le digital et l'éducation. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Si vous permettez, je voudrais aborder un petit point avant de vous donner la parole. On va aborder le point de l'éducation et du digital. Peut-être Zakia Benis et Abderrahmane Lalou, quelle est aujourd'hui la place du digital dans la transmission finalement de l'anglais? Est-ce que c'est quelque chose qui est focus pour vous dans les prochains mois, dans les prochaines années ou déjà là à l'heure actuelle? Déjà, effectivement, je pense que la période Covid a accéléré beaucoup de choses. Ça, c'est un très bon exemple. Beaucoup de nos cours qui étaient faits en présentiel, même récemment, quand le contexte permet un retour au présentiel, il y a beaucoup de cours qui sont restés en ligne. Ça ouvre les frontières. En termes de ressources, justement, on parlait tout à l'heure du challenge des ressources. Aujourd'hui, le shift vers beaucoup de programmes délivrés en ligne, ça réduit finalement ce problème des ressources parce qu'il y a d'autres équipes qui peuvent contribuer en partenariat avec des équipes locales. Donc c'est une complémentarité. Absolument. Rien ne remplacera jamais complètement le présentiel, je pense, mais très clairement, l'attrait des Marocains vers l'apprentissage ou les médias en anglais et toute cette partie digitale, énorme. Il y a des chiffres aussi dans le rapport que je vous invite à voir plus en détail. L'intérêt et l'apprentissage de l'anglais, l'un des chiffres portait les language schools, donc les centres de langue aujourd'hui qui sont à chaque coin de rue, partout dans le Maroc. Et ben aujourd'hui, sur l'échantillon de cette étude, ça ne représentait que 8% de l'apprentissage de l'anglais. Et moi-même, j'ai rencontré énormément d'étudiants qui avaient parfois un accent british
sans avoir quitté le Maroc. Ils sont encore au lycée, ils ne sont pas encore allés à l'université, en utilisant des ressources digitales. Ils ont travaillé leur prononciation à atteindre carrément. Donc aujourd'hui, très clairement, c'est une superbe opportunité qui peut nous aider finalement un petit peu à attaquer ces challenges des ressources et puis à prendre carrément en compte lorsqu'il s'agit de tous les projets liés aux réformes, etc. Finalement, ne Ceci dit, j'y vois trois écueils. Le premier, au niveau des élèves. Et la période Covid l'a beaucoup montré. Le premier obstacle et écueil, c'est le manque d'autonomie des élèves dans les écoles. Dans les bonnes écoles, en respectant le profil de l'apprenant dont j'ai parlé tout à l'heure, on apprend à l'élève à être autonome. Le jour où il a fallu le passer d'une situation où il est bouche ouverte devant un enseignant qui lui récite tout, vers une situation où il est devant un ordinateur en pleine responsabilité à gérer son apprentissage, il a échoué. Dans les bonnes écoles, ça marche. Dans les moins bonnes écoles, il faut d'abord relever ce défi, rendre l'élève autonome et non pas un élève passif à qui on inculque des connaissances. Ça, c'est fondamental. Le deuxième écueil, il est au niveau des enseignants. Au niveau des enseignants, bon, ils ne sont pas tous digital natives et il a fallu que l'informatique passe d'une matière enseignée à une compétence qu'ils maîtrisent du bout des doigts et qui est intégrée à leur pratique quotidienne. Donc, il faut véritablement accélérer disons, la familiarisation des enseignants avec cela. Le troisième écueil, il est au niveau du management des écoles. On n'en a pas beaucoup parlé, mais le management des écoles privées ou publiques fait que très souvent, quand c'est une affaire de provision and outcome, on met à disposition des tableaux blancs interactifs superbes, beaucoup de quincailleries, beaucoup de machines, beaucoup de tablettes, et on pense que c'est ça la digitalisation. Alors qu'en fait, le challenge est beaucoup plus difficile. Il faut faire passer les programmes d'un paradigme non digitalisé à une situation où on améliore son approche pédagogique et sa façon d'enseigner et on l'adapte à l'existence du digital. C'est les programmes et les contenus et les approches qui doivent changer. Et ça, c'est un challenge pour les directions des écoles. Il faut beaucoup investir dans l'évolution des contenus, des méthodes et des démarches. Avec ces trois conditions, je pense que la digitalisation peut effectivement être un levier important de performance. Aisha Udi, can technology replace teachers? Sorry. No. I think after we've just gone through the COVID nightmare, both in Morocco and the UK, I've said to staff amongst us and to parents, if it was such a good idea teaching remotely online and using Google Classroom and working from PowerPoints that you don't get to see the teacher, we'd have done it 20, 30 years ago. Ultimately, you need the interface between the teacher and the student. And ultimately, if you have the most amazing teacher, you don't need the most amazing technology. I'll give you a lovely story. There's a lovely school down in Somerset called Taunton. It's a very, very large, incredibly highly academic school. Produces 20, 30 Cambridge graduates a year. Phenomenal place. They've got an old head of maths who's been there about 40 years. He has a black chalkboard and a piece of chalk, and he doesn't use a computer. His ability to teach and articulate and model and to nurture his students is why they produce fabulous students. And it all goes to the art of teaching. If you're a good teacher, you don't always need technology. Now, I'll use it again. If you, we've got a lovely South African teacher at the school from Cape. And if you go to some of the South African township schools, you've got 60 students sat in a classroom without a blackboard. They have one book between them, but they are learning because of the passion and the drive of the teacher. And I've seen some fantastic schools in my time. I used to be an inspector in the UK.
And I walk into the classroom and they have all the gear, and as we say in the UK, no idea. And you have a dry, boring, dull teacher, and immediately those students are disengaged. So ultimately, it doesn't matter what you've got, it's the art of teaching that makes the significant difference. However, if you're a good teacher and you've got technology, that's even better. D'autres questions? Alors, j'avais une question de monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir patienté. Hein. Karim Mohamed, groupe scolaire Val d'Enva. Je m'adresse d'abord à mon ami Abdelrahman Hello qui a parlé du système d'enseignement type marocain et j'ai remarqué que certaines choses n'ont pas été vraiment détaillées. Je parle de l'enseignement par compétences. Il y a toujours des écoles qui pratiquent ces types d'enseignement par compétences, mais ils sont toujours confrontés au programme imposé par le ministère de l'Éducation nationale. C'est pour ça que je demande à notre expert de nous éclairer là-dessus. Deuxième question, la multiplication des missions étrangères au Maroc. C'est une chance pour le Maroc. C'est une ouverture, une nouvelle ouverture, mais ça risque de conduire à deux écoles. Une école destinée pour les riches et une école destinée pour les pauvres. Est-ce que le gouvernement britannique n'envisage pas des aides ou des bourses pour les démunis, pour les gens qui n'ont pas les moyens pour continuer leurs études en anglais? Et merci. Alors, on a deux questions. Peut-être la première pour vous, Abderrahman Lalou, pour suivre l'ordre, et puis on posera une question sur les bourses Oui, rapidement. avec vous, Zakia. C'est bon? Allez. Pour ne pas être long, tu as tout à fait raison sur la question de l'inadéquation d'une vision moderne, top, avec la réalité du terrain. Et je m'y confronte dans mon centre de formation des enseignants, parce que je forme des enseignants pour une vision top. Et ils me disent souvent, oui, mais quand on ira travailler dans des écoles privées, on risque de ne pas rencontrer ces conditions-là. Et on risque de rencontrer la pression du programme, de l'académie et de la délégation. C'est une réalité. Ceci dit, il y a le texte les objectifs et bon, ce qu'il faut, c'est une petite gymnastique pour pouvoir ne pas appliquer religieusement le programme de A à Z, parce que ce serait comme tourner une bande cinématographique de la régie sur l'écran, et avoir plus d'agilité pour cibler des objectifs et cibler des compétences chez les élèves. C'est une opération difficile. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la direction des curricula au ministère comprenne cela. Ils l'ont compris, en fait. Ça fait 5 ans, on nous a promis un curriculum allégé, orienté objectif. Et il fallait, je pense qu'ils parlaient de choisir une vingtaine d'écoles cibles, ils en ont choisi 2. Ils ont expérimenté la chose pendant 2 ans et puis ils ont refermé le robinet. C'est dommage, parce que c'est véritablement là le cap du progrès de l'école de 2030. Il ne faut pas désespérer. Zakia Benis, des aides, des bourses pour les étudiants marocains souhaitant étudier les langues, ça existe déjà, c'est en cours de développement? Alors, actuellement, de par mon travail avec les étudiants et les élèves dans différents établissements, il y a des agents d'éducation qui se développent énormément. Finalement, aujourd'hui, les élèves marocains et étudiants marocains aussi ont énormément de choix en termes et d'options, en termes de possibilités de bourses dans différents pays. Effectivement, si on prend les pays un à un, les bourses sont peut-être pas énormes. Le nombre de bourses, par exemple, données par l'Angleterre ou par d'autres pays, en termes de nombre, ils sont pas énormes. Par contre, l'Angleterre, aujourd'hui, il y a énormément d'universités. Universités britanniques qui proposent des bourses. Honnêtement,
n'est pas sur des bourses à 100% ou des bourses à 80, 70 ou même 50, mais il y a énormément de bourses EDES dans ce sens. Aujourd'hui, les Marocains, je pense que c'est aussi l'un des aspects qui font qu'on s'intéresse beaucoup à l'anglais. On voit énormément d'opportunités à travers l'anglais parce que grâce à une bonne maîtrise de l'anglais, que j'ai un bac marocain, français ou autre, je vais pouvoir éventuellement avoir une bourse à 100% dans certains pays du monde. Aujourd'hui, on a de plus en plus de Marocains qui partent sur des bourses 100%, voire plus. C'est-à-dire que je peux aller sur un programme anglophone en Asie où tout est payé et j'ai en plus de l'argent de poche. Donc, très clairement, c'est des opportunités énormes qui s'ouvrent aux élèves et étudiants marocains, du public et du privé et des missions étrangères. Ils ont tous actuellement, ils apprennent à s'informer sur ces choses-là et à attraper en fait ces opportunités. Voilà. Je pense que l'aspect orientation est très important au sein des établissements aujourd'hui. Nous, on avait commencé déjà avant le Covid, à aller dans les écoles, à aller dans les universités, contribuer à l'orientation des élèves et des étudiants en leur parlant justement du fait d'ouvrir ses horizons, d'aller s'informer très tôt, ne pas attendre l'année du bac pour m'informer sur quelle certification d'anglais j'ai besoin. Donc, les partenaires avec lesquels on travaille actuellement, on travaille aussi sur cet aspect information et sensibilisation des élèves, avoir un projet d'études que je commence à réfléchir dès le début du lycée, pas à la fin du lycée, et finalement connaître quelles sont les démarches à suivre. Si je veux avoir cette bourse dont je rêve dans un pays anglophone, en Angleterre ou ailleurs, eh ben, qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler sur cet aspect, je dois préparer ma certification à l'avance, etc. Donc, démocratiser l'accès à l'information liée à toutes ces opportunités. Merci Zaka Benis. On va prendre encore une ou deux questions. Monsieur, bonsoir. Good evening, everyone. My name is Jamal Kadid, Director of Educational Development and Partnership at British Center. I wonder if you already know about British Center. Oh. Yes. So British Center has been providing language teaching since 1969. We are more than 52 years in the market. And still we are fighting and struggling in order to promote the learning of language in Morocco. During the pandemic, a number of language centers closed down because there is no financial support. But because of our reputation in the market, we are still existing. So my question is as follows: how could the British government, for example, help language centers continue in fostering the learning of English? Of course, British government or British Council has signed some partnership with you, yes, and with the Moroccan government. But still, there is no room for the language centers. They have been working hard in order to promote the learning of language, but still doors are closed. Sorry, we tried to do our best to make kind of partnership with some state government, state. Exactement, on a eu des réunions en ligne. Je ne peux me prononcer que sur la base du British Council, non pas sur la base du gouvernement britannique. Bien entendu. Par contre, je pense que déjà, depuis très longtemps, le British Council fait beaucoup au Maroc. Alors, il n'y a pas forcément tout un tapage et toute une communication autour, mais dans le fond des choses, il y a énormément de choses qui sont faites sur différents volets. Comme on a dit, il y a un travail qui est fait avec les écoles, les universités directement liées aux certifications d'anglais et l'accompagnement. Il y a le volet où le British Council accompagne et travaille sur ces questions-là avec le ministère directement, des projets pilotes sur des lycées publics, etc.
aujourd'hui, le British Council, c'est aussi ouvert. Moi, ça fait 6 ans que j'ai rejoint. Depuis 6 ans, le British Council s'est beaucoup ouvert à beaucoup plus de partenariats. Auparavant, c'était un petit peu plus limité. Aujourd'hui, sur le volet partenariat, on a justement cette possibilité d'avoir des partenaires liés aux certifications type IELTS. Partout dans le Maroc, nous sommes en train de signer des partenaires IELTS qui deviennent Official IELTS Registration Center, Official IELTS Testing Venues, etc. Parce qu'on a vu finalement que partout dans le Maroc, contrairement auparavant, des élèves et étudiants veulent passer des certifications high stake comme le IELTS, pas seulement sur Casarava. Ça aussi, c'est un shift qu'on a observé. Ensuite, donc aujourd'hui, il y a ces possibilités qui n'étaient pas là avant. Et à travers ces partenariats, sur la base de certains objectifs à atteindre ensemble, on propose des formations pour des professeurs d'anglais, pour grandir ensemble finalement sur tous ces volets-là. Donc tout ça, c'est vraiment précieux et c'est accueilli à grands bras ouverts partout dans le Maghreb, ces possibilités de partenariat que nous avons actuellement. Et pour finir, quand même, on a des émissions radio. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, des émissions radio en utilisant des contenus proposés par le British Council, qui ont été signés avec le ministère, qui ont été diffusés. On est dans la démocratisation de l'anglais, l'accès gratuitement à des possibilités d'apprendre et d'évoluer. Bien sûr, sur le site britishcouncil.ma, vous avez énormément de ressources en fait. Si vous voulez apprendre tout seul, aujourd'hui, le British Council vous donne énormément de ressources. Si vous voulez connaître votre niveau d'anglais, vous pouvez le faire à travers des ressources gratuites du British Council. Donc, je pense que, voilà, moi-même, j'ai vécu cette évolution au sein du British Council et on a de très grandes ambitions également sur tous les volets d'accompagnement. Une dernière question? Oui, monsieur. Hi, apologies, I left to ask my question in English. I just want to respond to one of the points you made before, Richard, about how a lot of young Moroccan people want to become entrepreneurs. That's what the young people that I know in their 20s, that's what they all say. They dream of having their own business, whatever it is. But I think just from my own experience under the New Zealand/English system, I don't recall the word entrepreneur ever being mentioned in my education. I ended up becoming a banking lawyer somehow by accident, right? But what does the British International School do, or could they do more to foster this kind of spirit within the young people? So rather than just focusing on exams and university, do you think more could be done to encourage young people to think like an entrepreneur, to maybe have people come in and talk to them who've been successful starting up businesses? I think personally that was a huge gap in my education, not so much in the technical skills, but in the mindset, I guess I would say. I think one of the critical things with education is to making sure that you don't all go to university. University is not right for everybody. To come and speak to the students about how to be a true. Because I think Hannah and yourself will agree, if you want to be a businessman, I don't honestly think that you can learn business. You either have it or you don't. You look at people like Alan Sugar, you look at people like, what's called the guy from Virgin, you know, these guys didn't go to university. They just had the ability to go out and find a unique bit of business that they knew that they could do. And basically that's the one from there. I agree with you. The key thing is, as long as you can leave school reading, writing, and adding up, the core skills for any human being, then you will be a success, as long as you have that drive.
But I think the difference between the UK and perhaps New Zealand and Australia is that we are now a closed market in terms of, there's very little that you can be an entrepreneur about. Somebody's already seen the kind of little avenue of making that little extra buck here, that little extra million there. Morocco's wide open. You're getting a highly educated workforce now into the marketplace. You've got people who have got multiple skills and multiple talents. And it's not bad to have a pop, have a go, be creative, be innovative, because you still have the ability to do it in this country. But I agree with you. If you want to show how to be a businessman, get the people from the street who are your local businessmen, the local successes, and they can demonstrate to you in a very simple way how you can be a success in business. Because it's not always, Hannah, in an exercise book, is it? No, not at all. Sorry, I'd just like to say that within the British curriculum, there definitely is more focus now with entrepreneurialism. And we've got courses like how to be an entrepreneur that are a GCSE pathway. So there's enterprise as a GCSE pathway, there's accounting as a GCSE pathway. We have multiple opportunities and courses that lead into that pathway. And as Mr. Udy correctly said, not everyone is fit for university. And this is part of the emphasis on programs like Young Enterprise in the UK, or here in Morocco, it's Injazé. And that leads into opportunities for children to explore industry and to invite industry into school is something that just adds to the day-to-day activities. And we encourage that also within our ECA and extracurricular programs as well. Merci. Ouais. Final note, I'll just add that I've lived in 7 different countries, and I just think that Morocco is amazing. And for the Moroccans present, you should be very proud of the direction that this country is going in. It looks very promising and exciting. Abderrahmane Lalou pour conclure, et puis. I would like to add something in this purpose. Prior to teach to an adolescent, to a young student, to be a future entrepreneur, we should teach him to have or to get the entrepreneurship attitude. Also, he's in an enterprise or in a company, because it's more a question of attitude and mindset than techniques to become an entrepreneur. The second thing is that these skills start earlier than high school, earlier than primary school. I talked earlier about risk taker as an element of the learner profile. He has to be a risk taker. He has to be creative, as you said. He has to have the sense of responsibility. If you don't teach this, and if you don't make the young student acquire these competencies and abilities, you could not orient him when he's 18 years old towards entrepreneurship. So I think it's a question of continuum, and it starts very early. On voit un terrain de plus en plus fertile. On voit beaucoup d'initiatives. On voit que le Maroc est de plus en plus intéressé et pratique de plus en plus l'anglais. On voit des initiatives qui s'accélèrent depuis 5 ans entre le Maroc et le Royaume-Uni. C'est ce que je retiendrai personnellement. Mais en plus, ce soir, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une volonté d'aller encore plus loin. C'est vrai que tout à l'heure, il y avait quelqu'un du panel qui nous disait que, des participants qui nous disaient qu'il y a cette problématique avec les visas vis-à-vis de la France. C'est vrai que la relation France-Maroc n'est pas non pas au beau fixe, mais en tout cas ne se réinvente plus depuis quelques années. Et il y a peut-être une volonté, peut-être une possibilité, pardon, de vouloir accélérer les choses, non seulement de manière culturelle, mais de manière économique entre le Maroc et la Grande-Bretagne. Merci à tous. Merci Richard Ledy. Merci Abderrahmane Lalou. Merci Kenza.